Donc, dans ma première partie, on a évalué un petit peu la situation de la structure et la quantité d'eau collectée par le toit lors d'épisodes orageux. On parlait de 3200 litres en 20 minutes. 3200 litres, c'est 16 bains remplis qui se sont écoulés en 20 minutes. Donc quasiment un bain à la minute, une minute 20. Ce qui est énorme déjà en tant que tel. Mais si on rajoute une chasse d'eau tirée, si on rajoute quelqu'un qui prend son bain ou sa douche, le tuyau devient complètement saturé très rapidement. Euh, je vais calculer rapidement pour vous donner une idée de la capacité du tuyau à encaisser tout ça. La longueur de tuyau que ça prend pour un litre d'eau. Pi r au carré, on a un rayon, c'est un tuyau de 10 cm, on disait le rayon est donc de 5 cm au carré 25, multiplié par pi arrondi 75, ce qui nous donne 1 sur 75. Il faut 13 cm, un petit peu moins de 13 cm pour 1 litre d'eau, donc 0,13 mètres. Et pour avaler les 3200 litres, on multiplie le 0,13 par 3200 et on est quasiment à 400 mètres de tuyau. Donc, le tuyau que vous avez là, il fait environ une dizaine de mètres. Il faudrait 40 fois cette longueur-là, 400 mètres en hauteur, pour être capable d'emmagasiner l'eau qui se ramasse sur votre toit. Donc ça donne une idée. Ensuite, pourquoi on a ces problématiques? Donc d'abord, il faut savoir que les réseaux d'égouts à Montréal, ils étaient presque inexistants à la construction du bâtiment. En fait, chaque propriétaire à l'époque construisait son petit bout d'égout pour essayer de le raccorder aux quelques collecteurs qui étaient déjà installés. Depuis, ça a, pour ainsi dire, pas bougé à partir du moment où le réseau a été intégré, au début des années 1900. Et ben, on se retrouve avec des problématiques où il y a des vieux immeubles qui sont gréés comme ça, avec un paquet d'eau de pluie qui passe dans le réseau des eaux usées. Et puis, on a la densification d'un autre côté, où par endroits, les quartiers sont rasés, puis on construit des immeubles avec une multiplication par 10, par 20 du nombre de logements sur la même surface. Donc, ce qui vient à nouveau ajouter de la pression sur les systèmes d'égouts existants. Alors, les villes aujourd'hui à travers le monde sont obligées de refaire ça, refaire les réseaux d'égouts jusqu'aux gros collecteurs. Le réchauffement climatique qui nous donne plus d'épisodes d'orages violents avec des chutes brutales, très localisées, et qui évidemment font déborder les réseaux d'égouts. Alors qu'est-ce que ça fait pour vous quand ça se passe? L'eau n'arrive plus à s'écouler convenablement dans l'égout principal. L'égout se retrouve saturé et vous avez l'eau qui a de la difficulté à s'écouler. Et comme elle s'écoule plus lentement, il y a des dépôts qui se mettent au fond et qui réduisent encore le diamètre du tuyau. Donc on l'avait vu l'année passée quand j'avais pris des photos sur le regard qui était au niveau du sous-sol. Donc il y avait une grosse partie du tuyau qui était obstruée. D'après ce que j'avais lu, ils n'avaient pas nettoyé la partie jusqu'à l'égout. Ils avaient juste nettoyé la partie à l'intérieur. Là, au moment de changer la canalisation, ils vont enlever la colonne de fonte et ce serait bien de les faire nettoyer jusqu'à l'égout, jusqu'à la rue. Ce sera ouvert, ce sera très rapide, très facile à faire. Ça va prendre moins d'une demi-heure. Comme ils seront sur place, ils ne vous chargeront pas les frais de déplacement. Et en général,
général, ils chargent 2 heures minimum. Là, vous avez une belle opportunité d'améliorer un petit peu l'écoulement jusqu'aux égouts avec un simple nettoyage. Donc, ici, comme je disais, qu'est-ce qui se passe quand l'eau arrive? Elle a de la difficulté à s'écouler. Donc, l'air est trappé, est emprisonné entre les coulées d'eau. Si quelqu'un tire la chasse d'eau ici, ou prend un bain, une douche, en même temps qu'il y a une forte pluie, ça va former un bouchon qui va pousser l'air. L'air, il a actuellement aucun moyen de s'échapper. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte par la toilette, le point le plus bas et le moins résistant de l'appartement du premier, puisque c'est le plus près du point de chute finale. Et ça remonte par la toilette. Comme j'expliquais, c'est des remontées de gaz, de méthane, sans parler des particules, etc., qui se retrouvent sur le sol. Donc c'est évidemment très problématique. La solution que moi je propose, c'est de passer un deuxième tuyau. Il peut être collé, hein, je l'ai mis séparé pour qu'on le voit bien, mais il peut être collé à la colonne principale en passant par le même endroit. Donc comme vu que c'est dans des placards, il y a la place de passer la deuxième colonne à côté et de la raccorder dans le sous-sol, en bas de la colonne, surtout en bas de la toilette. À ce moment-là, le bouchon, quand il se déplace, l'air ne va pas chercher à passer par la toilette où il y a un siphon, donc il y a une résistance. Il va simplement s'évacuer naturellement par les vents ici, les vents de ventilation de la canalisation. Donc, une installation moderne, le circuit pluvial est sur un collecteur différent du circuit des eaux noires, des eaux de toilette. Et ce qui fait que vous auriez en fait 2 tuyaux différents, un pour le pluvial et un pour les égouts. Là, il y aurait une autre solution, ce serait de couper les vents de toit et d'évacuer les eaux par l'extérieur. Il y a de la législation là-dessus, je ne la connais pas, la législation à jour. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable à Montréal en tout cas. Mais ce serait une solution de couper ça et puis de faire sortir la colonne principale avec une ventilation directe. Donc on enverrait les eaux pluviales sur un collecteur pluvial et éventuellement sur les égouts et garder. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus cher et ça va être beaucoup plus compliqué comme solution. Je pense que vraiment simplement passer un tuyau à côté de la colonne principale et de la raccorder au niveau du sous-sol, ça me paraît être le plus facile, ce ne sera pas très coûteux et puis il n'y a aucun obstacle pour le faire. Donc l'idée sera évidemment de couper, demandez-leur de garder un petit 30-40 cm en dehors du sol pour s'il se passe quelque chose, pour accorder la nouvelle colonne en plastique. Ça permet d'avoir toujours un œil, un visuel sur le raccordement. Si un jour il y a des fuites ou quoi que ce soit, on n'est pas obligé de couper le béton, de casser et de faire des travaux. Dans les petits conseils généraux que je donne, je sais que vous aviez refait la dalle du sous-sol avec des travaux quand même assez importants. Quand on fait ce genre de travaux, c'est important de remplacer la partie de la canalisation souterraine parce que ça devient très accessible, très facilement. Donc ça coûte très peu de la remplacer. Et puis quand tout est ouvert. Donc les gens qui font des travaux dans leur sous-sol, je vous conseille vraiment vivement de remplacer toutes les colonnes de collection, les gros tuyaux de plomberie. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la rue, mais d'aller au moins jusqu'à la façade de l'immeuble ici. Ça permet que si la canalisation s'effondre plus tard dans la partie extérieure, on n'a pas besoin de tout recasser à l'intérieur.
on fait simplement le raccordement à l'extérieur. En général, la ville prend les coûts de la partie de la canalisation qui se trouve à l'extérieur de la propriété, à l'extérieur de la limite de, de votre propriété. Donc la partie de raccordement, elle est payée en général par les municipalités. C'est à vérifier avec votre municipalité, mais en général c'est le cas. Donc ça, évidemment, c'est juste un conseil. Quand on fait des travaux, là, il n'y a pas pour l'instant besoin de faire ce travail-là. Mais étant donné que c'est les mêmes tuyauteries qui sont là depuis aussi longtemps, mais qui sont en plus dans la terre, hein, dans l'humidité, il est très possible qu'elles soient très très corrodées également, et qu'à un moment donné, elles s'effondrent et qu'il faille la remplacer. Donc là, ça c'est, je l'ai déjà vu plusieurs fois. C'est des travaux qu'on est obligé de faire en urgence tout le temps, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui coule du tout. Et puis là, on n'a pas le choix, on est obligé d'ouvrir la dalle et de creuser, de sortir la canalisation et de la remplacer jusqu'à l'égout de la rue. Donc ça, c'est des choses à garder en tête quand on fait ce genre de travaux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ma solution, elle est vraiment, à mon avis, la moins coûteuse, relativement simple. Vous ne pouvez pas en passer à côté parce que simplement remplacer la canalisation, ça ne réglera pas ce problème-là de l'eau, des remontées d'eau et de gaz par la toilette du premier étage, du rez-de-chaussée. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé, que c'est compréhensible. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai de mon mieux. Vous pouvez montrer le vidéo, l'explication à votre plombier. Pareil, moi ça me paraît très, très très clair, très évident. C'est des solutions qui sont appliquées régulièrement dans ce genre de problématiques. C'est pas idéal, c'est pas aux normes actuelles. On n'est pas en train de faire une mise aux normes. Si on faisait une mise aux normes, il faudrait vraiment séparer les deux conduits, avoir un conduit ventilé pour les zones noires et un conduit pluvial à côté qui va rejoindre le collecteur pluvial au niveau de la rue. Voilà. Dernière chose, si vous êtes un acheteur et qui est un acheteur d'appartement et que vous tombez sur ce vidéo parce que vous supposez qu'il y a des problèmes, vérifiez vraiment tout l'état des canalisations. Une expertise en général ne détecte pas ces problématiques parce que les canalisations sont cachées. Donc ici, elles étaient cachées sur les trois étages, elles étaient apparentes uniquement dans le sous-sol et toute la partie évidemment enterrée n'est pas accessible. Donc pour un expert, c'est hors de son champ d'investigation. Également, c'est de plus en plus difficile d'assurer des bâtiments ou des logements avec ce type d'installation parce qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui que les assureurs ne veulent plus y toucher. Donc, je pourrais vous donner, si vous désirez, des précisions sur la façon dont c'est fait aujourd'hui et pourquoi ils ne veulent plus assurer ça parce que c'est des risques. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre qu'on voit de ce type de cas chaque année. Voilà, allez, je m'arrête là et puis je reste à disposition pour les questions.